Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. Et ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu vous et moi, donc voilà, ça fait plaisir. Je suis content de revenir un petit peu sur YouTube. Ces derniers mois ont été un peu compliqués, voilà. Moi et le football, on n'a pas été très amis pendant ces derniers mois, donc c'est vrai que sortir des vidéos sur le foot, alors que je suis plus à 100% le foot comme je le faisais avant, je trouvais ça un petit peu moyen, mais on a eu des infos qui m'ont redonné un peu cette hype du foot, en plus de la Coupe du Monde qui arrive, etc. Il y a beaucoup de hype en ce moment sur le football de mon côté, donc tout naturellement, je reprends les vidéos les amis, et aujourd'hui on va parler de mon club, on va parler de Chelsea, et on va parler de Xabi Alonso qui a été annoncé après la finale de la FA Cup il y a maintenant je crois une dizaine de jours je dirais, à tout casser à peu près. Et donc du coup on a eu l'officialisation du coach espagnol qui arrive du coup libre de tout contrat étant donné que il s'était fait limoger par le Real Madrid. Je crois que c'était aux alentours de janvier ou février, je peux pas dire de bêtises, mais à peu près dans ces eaux-là. Du coup Xabi Alonso, on récupère un coach très jeune, on récupère un coach qui certes a eu quelques accomplissements, mais de manière générale est un coach qui n'a encore quasiment rien connu du monde du football en tant qu'entraîneur évidemment, parce qu'en tant que joueur on connaît la légende évidemment, mais en tant que coach, certes il a eu un très bon passage à Leverkusen, mais qu'on va aussi nuancer dans cette vidéo avec son passage au Real Madrid qui évidemment est peut-être un petit peu moins bon. En tout cas on va revenir là-dessus, enfin c'est forcément moins bon, mais on va revenir là-dessus. Du coup ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va d'abord parler vite fait de ce qu'a fait Xabi au cours de sa carrière d'entraîneur. On va pas revenir sur sa carrière de joueur, je pense qu'on la connaît tous, mais sur sa carrière d'entraîneur on va revenir petit à petit sur chronologiquement les événements qui se sont déroulés dans sa carrière, et ensuite on parlera de Chelsea. Est-ce que Xabi Alonso pourrait pourrait matcher avec l'effectif de Chelsea? Et aussi ça me permet avec ça, étant donné qu'on a le mercato parfait qui devrait sortir comme l'année dernière, début juin à peu près dans ces eaux-là. Je crois que l'année dernière j'avais sorti peut-être 31 mai et 6 juin je crois mes deux épisodes de mercato parfait Chelsea. Voilà, à peu près, ça va être dans ces eaux-là. C'est très cool qu'on ait déjà le coach. Voilà, parce que ça, c'était une peur que j'avais, que le coach, ça mette du temps et que je dois faire un mercato parfait sans avoir le coach. Là, au moins, on a le coach, Xabi Alonso, c'est déjà officiel. Donc ça, c'est un très gros point positif. Et donc du coup, on est parti, on perd pas plus de temps. L'intro était déjà très longue. On commence par parler des accomplissements de Xabi en tant qu'entraîneur. Déjà, Xabi, il commence évidemment, on le sait tous, au Bayer Leverkusen. Mais c'est vrai que beaucoup de gens ont en tête la saison magnifique dont on va parler après. Mais Xabi Alonso, il arrive la saison d'avant. Il arrive la saison d'avant en mode pompier de service parce que Leverkusen fait un début de saison catastrophique, et je sais plus exactement s'ils ont fini 15e ou 16e, enfin s'ils sont 15e ou 16e de Bundesliga quand Xabi arrive, mais vraiment c'est une catastrophe. Ils enchaînent les défaites, c'est vraiment catastrophique pour le coup, ça on peut le dire. Et Xabi Alonso arrive pour remettre un peu d'ordre dans tout ça, et forcément quand il arrive au départ on peut être très sceptique, tu vas chercher un coach qui n'a eu aucune expérience en tant qu'entraîneur pour sauver un club de la relégation. Donc forcément, on s'y attendait pas trop à ce que ça allait matcher. On se disait que c'est beaucoup de pression pour un jeune coach, etc. La réalité est tout autre. Voilà, une explosion clairement sur la fin de saison. Je crois qu'il fait quasiment full victoire sur sa première année, et non seulement Leverkusen va se maintenir en Bundesliga, mais en plus Leverkusen va même aller chercher une Coupe d'Europe, étant donné que je crois qu'il finit 5e de Bundesliga cette saison-là. Et forcément on arrive et le mec se dit ok, première saison en tant que coach, je sauve un club de la relégation, et en plus de ça on va faire la remontada et on va aller chercher une Coupe d'Europe. Donc ça, c'est sa première année. Et forcément, on arrive sur la deuxième année du projet Xabi Alonso au Bayer Leverkusen. Et cette deuxième année, évidemment, tout le monde la connaît. C'est la saison des Invincibles en Bundesliga avec une armada, clairement, mais pas tant que ça quand tu regardes l'effectif au départ de la saison. Tu vois pas tant que ça une équipe qui va terroriser la Bundes pendant un an. Voilà, t'as certes Florian Wirtz évidemment qui est encore là, qui est le joueur star de cette équipe de Leverkusen, mais qui sort des croisés un an avant, même pas un an avant, je crois 6-7 mois avant. Tu te demandes est-ce que ça a fonctionné ou pas. Voilà, tu te demandes, tu te poses des questions. À côté, tu as des joueurs, des Andrich qui ne sont peut-être pas au niveau. Franchement, quand tu regardes le début de saison, quand tu regardes juste les noms, des Nathan Tella, des Amin Adli, voilà, tu perds Moussa Diaby aussi qui part à Aston Villa.
clairement, tu ressens qu'il y a quelque chose qui peut se passer de mal à Leverkusen quand tu regardes l'effectif. En tout cas, tu t'imagines pas ce qui va suivre. Parce que ce qui va suivre, c'est phénoménal, évidemment, avec ce 3-4-3, 3-4-2-1 complètement dingue de Leverkusen qui, toute la saison, va terroriser la Bundesliga, les pistons, Frimpong, Grimaldo qui envoient des stats d'ailier, voire de numéro 9, on a un trio d'attaque, Hoffmann, Wirtz, Boniface ou Patrick Schick quand Boniface était blessé, qui marche du tonnerre, un double pivot Andrich Xhaka qui est peut-être la base clairement de cet effectif-là, et une défense à 3 avec Tapsoba, Kosunu et Jonathan Tah. Et peut-être le point faible de cette équipe de Leverkusen, c'était leur gardien Radecki, qui était pour moi pas dingue, il était pas nul, mais il était pas non plus exceptionnel. Et t'avais un effectif qui était complètement rodé, et même les mecs qui étaient sur le banc quand ils rentraient, ils se donnaient à fond. On en parlait, les Nathan Tella, les Amin Adli, etc. C'est des joueurs qui ne jouaient pas énormément, mais quand ils jouaient, tu sentais que les mecs étaient là. Et clairement, cette année-là, Leverkusen fait premier de Bundesliga, invincible en championnat, et ils remportent également la Pokal. Voilà, ils font le doublé national. Malheureusement, ils perdent en finale face à l'Atalanta en Europa League. Voilà, sur ce triplé de Lookman, on s'en souvient évidemment, et qui du coup empêche Leverkusen de faire un triplé en étant invincible. Mais bon, la vérité c'est que quand il arrive, et même avant, on appelait Leverkusen Neverkusen parce qu'il ne gagnait jamais, Xabi Alonso arrive, 2 trophées directement sur sa première saison complète. Et si sur la deuxième saison complète ça va être un petit peu plus compliqué pour lui et qu'il ne va remporter aucun trophée de souvenir, mais il va quand même faire top 2 en Bundesliga derrière le Bayern, et je crois qu'il fait demi-finale ou quart de finale, je crois qu'il fait quart de finale de Pokal. Et clairement, on a senti une équipe de Leverkusen qui a monté d'un grade, clairement, sous Xabi Alonso. Et d'ailleurs, on a vu, Leverkusen, c'est beaucoup plus compliqué depuis que Xabi est parti. Et ils ont voulu remplacer Xabi par Ten Hag, et finalement, ça avait duré que 2 semaines. Derrière, ils ont ramené un autre coach. J'ai oublié son nom, je vais pas mentir, je vais pas faire le mec. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué pour Leverkusen depuis quelques temps, là, depuis que Xabi est plus là. Simplement, Xabi, il quitte le navire Leverkusen pour rejoindre un immense club, le Real Madrid, évidemment, en du coup juillet dernier, avant la Coupe du Monde des clubs, donc peut-être plutôt juin dernier, juste avant la CDM. Et on avait vu des trucs vraiment positifs, des signaux positifs pendant la Coupe du Monde des clubs avec le Real, et on le voyait vraiment tester des compos, etc. Même si on semblait partir sur un 4-3-3 quand même de manière générale avec le Real, on avait lâché cette défense à 3. Et c'est vrai que quand j'avais fait une vidéo sur le Real, sur la Coupe du Monde des clubs, il y a maintenant quasiment un an, hein, c'était la juin dernier, j'avais fait une vidéo sur le Real. Et je pensais qu'ils allaient mettre une défense à 3. Je sais pas si je pourrais vous l'afficher quelque part, la compo que j'avais mis à l'époque, mais je pensais qu'il allait faire une défense à 3. Je pensais qu'il avait les joueurs pour, en bricolant un peu, en mettant Tchouaméni plus bas, etc. Et je pense que même au vu des jeunes qui sont montés dans la saison, je pense à Thiago Pitarch, je pense au petit Sestero, il y a aussi César Palacios, voilà, c'est des joueurs là qui sont en périphérie de l'effectif. T'as des joueurs qui pour moi sont très intéressants et qui auraient pu s'ajouter à ça et te permettre vraiment de définitivement, par exemple, envoyer Tchouaméni en défense centrale, par exemple dans une défense à 3. Ça aurait peut-être permis à Huysen de plus se montrer, parce que voilà, on le sait, sa saison était pas au rendez-vous cette année. Voilà, t'as beaucoup de joueurs qui pour moi auraient bénéficié d'une défense à 3. Après évidemment les blessures n'ont pas aidé au Real, hein, on le sait, mais voilà. Je pense qu'il aurait pu le faire, mais il est resté sur une défense à 4. Et on avait vu des signes plutôt positifs par moment et plutôt négatifs par d'autres. Personnellement, j'ai pas du tout regardé le Real sous sous Arbeloa, mais par contre sous Xabi, j'ai regardé beaucoup de matchs du Real. Déjà Coupe du Monde des clubs, je crois que j'ai regardé quasiment tous leurs matchs. Je vais pas mentir, j'ai pas tout regardé. Je crois que le match contre Salzbourg, le match contre Salzbourg, je l'ai vu. Je sais plus c'est contre qui que j'ai pas vu le match du Real, mais j'ai vu pas mal de matchs du Real, et surtout en début de saison en Liga. Je crois que sur les 10-15 premières journées, j'ai dû rater 2 matchs. Un match parce que c'était le derby contre l'Atlético, le match où ils se font tarter parce qu'il y avait Chelsea qui joue en même temps, et un autre match, je crois que c'était Getafe, j'étais en 5, donc du coup j'ai pas pu regarder le match. Mais bref, j'ai pu regarder pas mal de matchs de Xabi au Real, et honnêtement je trouve pas ça si nul. Voilà, je trouvais pas ça si nul que ça. C'est juste que voilà, au Real, et les supporters du Real, etc. sont très 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 strict, et que clairement si un coach ne finit pas premier, il doit partir. Donc forcément voilà, il faisait pas du mauvais boulot, mais c'était pas un boulot suffisamment bon
pour pouvoir permettre à Xabi de rester. Et derrière, voilà, il a perdu un petit peu comment on appelle ça, il a perdu un petit peu le contrôle de son vestiaire, j'ai l'impression, avec les clans qui se sont créés. Certains voulaient son départ, certains voulaient qu'il reste, les supporters voulaient qu'il parte. Donc forcément, voilà, ça a joué dans la balance, je pense, et il s'en est allé. Et forcément, on arrive à maintenant et à ce que Xabi Alonso va pouvoir faire quelque chose à Chelsea. C'est ça la vraie question. Vous avez vu le titre, est-ce que c'est le sauveur des Blues? Et donc du coup, est-ce que c'est le sauveur des Blues ou pas? Moi je pense, je vais vous donner mon avis d'entrée de jeu avant qu'on en parle, je pense que c'est très intéressant. Personnellement, j'ai été hype par le choix Xabi Alonso, parce que déjà quand on regarde les coachs qu'on avait au niveau de la liste, etc., des coachs qui pouvaient venir, Iraola m'intéressait pas mal, mais en dehors d'Iraola, on a vu du Marco Silva, c'était des coachs qui honnêtement m'intéressaient très très peu. Je sais plus c'est qui l'autre coach qui était sur la shortlist. Je sais qu'au final le top 3 qui avait été vraiment décidé, c'était Xabi en 1, Iraola en 2 et Marco Silva en 3. C'était la toute fin. Au moment où on signe Xabi, l'ordre était déjà sorti, il y avait des leaks sur Twitter, comme quoi si Xabi c'était pas possible, on aurait été sur Iraola et ensuite sur Marco Silva. Donc ça déjà c'est un bon point. Mais voilà, on a eu des promesses qui ont été faites par le board de Chelsea. Clairement, sur les dernières semaines, c'est de recruter des joueurs expérimentés cet été, des joueurs qui connaissent au moins un minimum le football et pas des tipeux. Donc ça, c'est très positif et à voir s'ils vont tenir leurs promesses. Mais en tout cas, ils ont pris un coach qui va dans le sens des améliorations. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que Xabi va jouer à 3 ou à 4 derrière? Ça, je sais pas encore, honnêtement, mais on peut imaginer plusieurs compos et évidemment, il faudra des recrues, etc., pas avec l'effectif actuel, mais je pense que partir sur une défense à 3, historiquement, à Chelsea, je pense que on pense surtout à Tuchel, on pense à Antonio Conte, ça fonctionne. Ça fonctionne souvent à Chelsea, les défenses à 3. En tout cas, sur les 10-15 dernières années, à chaque fois que Chelsea a joué à 3, Chelsea a été bon, voire dominant pour le coup, parce qu'avec Conte on prend la Première Ligue, avec Tuchel on prend la Champions, donc voilà, on a clairement un passif avec la défense à 3 qui est ultra positif, et je pense que Xabi peut arriver et installer une défense à 3. Maintenant la vraie question c'est comment tu fais jouer à peu près tout le monde. Je pars du principe personnellement que Reece James pourrait jouer central droit dans une défense à 3. Cucurella pourrait jouer central gauche, il pourrait jouer piston gauche, il pourrait jouer ailier gauche, il pourrait jouer partout. Cucurella, donc ça c'est très important. Donc ça c'est très très cool. J'aurais Lato qui fait une fin de saison colossale avec Chelsea. Pour moi aurait limite déjà sa place titulaire central gauche. Colwill est revenu de blessure, on aurait du coup Colwill peut-être en défense centrale et on aurait peut-être une défense à 3. James, Colwill, Ato. T'as des Fofana qui sont là derrière et potentiellement une ou deux recrues en défense centrale. Mamadou Sarr va probablement être reprêté, je pense, cet été. Au milieu de terrain, tu peux mettre un double pivot, Caicedo, Lavia s'il reste, Caicedo recrue, Caicedo Santos. Bref, voilà, il y a beaucoup de possibilités. Je pense que Enzo va partir, mais tu pourrais même mettre Caicedo Enzo s'il reste. Au niveau des pistons, je pense qu'avoir Malo Gusto en piston, c'est bien mieux que le voir en latéral. J'aime bien son apport défensif, mais il est pas non plus dingue. Et comme l'a très bien dit David dans pas mal de ses débriefs, le jeu aérien de Malo Gusto est très mauvais. Et je pense que ça nous coûte. Je pense que s'il est pas dans la surface, mais plus excentré, et que c'est pas lui au contact des adversaires directement, mais plus un central qui serait là, probablement Reece James par exemple, qui serait plus là que Gusto dans cette zone-là, je pense que ça peut être plus intéressant. En tout cas, voilà, Gusto offensivement, on le sait, c'est monstrueux. Même si, voilà, on le sait, je pense que c'est un peu à cause de Maresca ça, mais le fait qu'il ait très peu joué offensivement cette saison, en tout cas sur les 5-6 premiers mois, t'as vraiment senti une diff. Quand on lui a redonné les libertés offensives. Je le trouve plus aussi explosif qu'avant que Maresca arrive. Mais bref, ça ce n'est qu'un autre détail, vous me direz. Mais en tout cas, voilà, j'imagine bien un petit Gusto Cucurella sur les côtés au niveau des pistons. Et si Gusto part, prendre une recrue à droite. Évidemment, je vais pas vous spoiler mon mercato parfait, ce serait con. Et puis devant, je trouve que Cole Palmer, dans le style, pourrait ressembler à un profil à la Wirtz. Clairement, je pense que c'est deux joueurs qui ont à peu près le même style de jeu et qui pourraient à peu près se retrouver dans les mêmes zones du terrain. Et je pense que Xabi Alonso pourrait faire de Palmer son nouveau Florian Wirtz et ça pourrait être très très intéressant. Je pense que ça s'acclimaterait parfaitement et on le sait, il jouerait dans le demi-espace droit et on aurait un Gusto qui prendrait du coup, le côté forcément. Et ça nous redonnerait un petit peu cette connexion, ce lien vert qu'on retrouvait sous Pochettino, qui a été qui était exceptionnel. On va pas se mentir, c'était exceptionnel. Et voilà. Donc de l'autre côté, on aurait potentiellement une recrue, je pense.
parce que je vois personne pour le moment de titulaire indiscutable à Chelsea qui pourrait s'installer. Kwenda arrive, mais pour moi Kwenda c'est pas encore un titulaire, et en plus il s'est traîné pas mal de blessures l'année dernière, enfin l'année qui est en train de se terminer là, donc voilà, va falloir faire quand même attention à lui. Et puis on a Estevão qui est là, mais Estevão pour moi n'est pas encore prêt pour jouer titulaire indiscutable à Chelsea. On l'a vu cette saison, il y a eu des fulgurances, mais son niveau global était pas non plus exceptionnel, on va pas se mentir. Et enfin la question de l'attaquant, forcément João Pedro démarre titulaire, et ensuite on aura Emega qui arrive de Strasbourg, on a Gouillou qui est là, on a Delap, voilà. Donc je pense que ce soit Emega ou comment il s'appelle ou João Pedro, les deux pourront parfaitement s'acclimater pour moi à ce collectif-là. Et je pense que avec une défense à 3, Chelsea pourrait vraiment être très très solide, que ce soit défensivement ou offensivement l'année prochaine, et avoir leur classement final. Mais si tu vas chercher aucune Coupe d'Europe la saison prochaine, c'est même encore mieux, parce qu'avec un seul match par semaine, on aurait un collectif ultra rodé qui pourrait aller chercher un top 3, qui pourrait même aller chercher un top 2 je pense, et ce serait vraiment pas déconnant. Le CPP va partir, donc peut-être que tu vas baisser un petit peu de... Tu vas baisser un peu de galon à City peut-être par exemple, et que forcément City qui perd un peu de terrain, on peut leur piquer leur place. Et même si genre Arsenal regagne la première ligue l'année prochaine, tu peux terminer deuxième et faire une saison où tu termines deuxième sur une première année de Xabi. C'est très positif, voilà, c'est clairement très très positif. En tout cas voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je trouve que Xabi c'est un plus qui peut vraiment apporter au club, sur tous les aspects. Je trouve que c'est le coach qu'il fallait. Je vais être à fond avec Xabi, évidemment, on est totalement Xabi in ici. Et c'est vrai que sur les derniers coachs, Pochettino, j'étais pas très hype parce que voilà, coach de Tottenham, etc. Maresca, j'étais pas très hype non plus. Rosseignor, j'étais pas hype non plus. Voilà, les derniers coachs là, Potter, j'en parle même pas. Depuis Tuchel, j'étais vraiment pas très hype par les coachs qu'on prenait. Mais là c'est différent. Là c'est différent, je suis hype. Je suis hype par la venue de Xabi et je pense que ça va faire de grandes choses à Chelsea. Donc voilà. On attend de voir, et donc du coup c'est sur ça qu'on va s'arrêter dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous Xabi est le bon choix à Chelsea? Est-ce que vous auriez préféré un autre coach? Et voilà, on se retrouve très bientôt les amis. On va faire plusieurs vidéos là dans les prochains jours je pense. Et voilà, c'était Bilal, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt, vous inquiétez pas, c'est sûr, je suis de retour. C'était Bilal, et la paix sur vous.